quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée, c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions aujourd'hui dire que non, comme Alain Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que le Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est il est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Mais quand on sait qu'un président est président d'un pays, il est malade, il se fait hors de chez lui. Ses enfants fréquentent hors de chez lui. Son agent hors de chez lui. Quand il va finir, il quitte le pouvoir, il va dans son village, c'est hors de chez lui. Oui. Alors écoutez, vous voulez parler, vous êtes qui? Vous parlez où? Qui vous respectera? Quand tu ne crois pas à ton pays, pourquoi tu veux qu'on croie en toi? Mais écoutez-moi, voici un continent dont la plupart des dirigeants et ministres investissent à l'étranger. Leurs enfants fréquentent à l'étranger. Quand ils sont malades, ils se soignent à l'étranger. Mais le message est clair. Alors pourquoi quand les Américains regardent tous vos avoirs, ils regardent leur flux là, ils voient tout ça, ils disent que mais, ça suffit. Allez, c'est très simple. Sanctions. Oui. Ça marche, les sanctions. Comment voulez-vous qu'un dirigeant parle fort quand sa fille fréquente à New York? Et que par jour, il doit envoyer 2 millions à sa fille par jour? Mais les Africains sont le seul continent au monde qui ont établi les relations diplomatiques avec les esclavagistes sans rien revendiquer, sans faire la lumière sur l'esclavage et tout. Monsieur, on ne va jamais vous respecter. Ce n'est pas de la sagesse, ça. C'est de la lâcheté. On nous respectera le jour où on va commencer par faire le bilan de l'esclavage nous-mêmes et imposer les réparations aux esclavagistes. Et ils sont connus, les Rothschild, tous ces gens-là, on les connaît. Tous les banquiers du monde actuellement là, qui vont où on va emprunter l'argent, on le donne là, sont les descendants des esclavagistes. Moi, je viens parler, je ne cherche pas à être l'ami de quelqu'un qui vient ici. Je veux être l'ami de personne. Je suis l'ami du vrai Dieu au nom de qui je parle. Allez dire que j'ai dit ça, j'assume. Donc faire croire que l'Afrique n'est pas en guerre, ça fait rire. Ceux qui disent qu'elle n'est pas en guerre sont ceux qui profitent de ce système. Qu'ils soient présidents, qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient religieux, pasteurs, chocs traditionnels, ce sont eux qui disent qu'il y a la paix en Afrique. Ils font, c'est parce que la paix signifie la mort des autres et leur prospérité. C'est eux. Mais l'Afrique en guerre n'a jamais été en paix, monsieur. Après, les esclavagistes se sont déguisés en colonisateurs. Vous avez oublié? C'était les mêmes gens. Tout à fait. Mais monsieur, vous trouvez normal quel est les soi-disant Hollandais, les Beurs, soient partis de chez eux, venir arracher un territoire qu'on appelle l'Afrique du Sud, le confisquer, mettre en place un système qu'on appelle l'apartheid, massacrer les Africains, pour finir comme ça par un arrangement qu'on appelle vraiment, il y a un génie qu'on appelle Mandela qui est sorti du ciel, il n'est même plus que Jésus, plus que Dieu, il est venu faire une commission, ici c'est pas on a fait l'arrangement. Le jour, on vous dit qu'on est les opposants. La nuit, on est dans la même secte. Monsieur Kamto et les autres se retrouvent avec les gens du gouvernement dans la secte, avec les John Gouté, qui sont francs-maçons. Qu'est-ce qui les oppose alors? Parce que ce qui est fondamental, c'est on ne peut pas s'entendre dans la secte la nuit et se poser le jour dans l'opposition. C'est pour tromper les gens. Moi, je suis dans aucune secte et je n'entrerai jamais dans une secte, moi, à Malakani. Jamais. Puisqu'on m'a proposé plusieurs fois, j'ai refusé. Tout à fait. Donc, il faut qu'on soit clair. C'est quoi l'unité de l'opposition sans clarifier nos appartenances sectaires? Oui, il y a tout comme ça. Donc, voilà, c'est l'une des raisons que mon frère Chomba peut-être a oublié, que je lui rappelle. Il y a plus de dollars. Moi, par exemple, je ne peux pas m'asseoir avec des gens dont je connais les appartenances sectaires. Ils se moquent des gens. Prenez la question des LGBT au Cameroun, des LGBT. Vous êtes pour l'homosexualité, vous? Non. Non. Votre leader dit quoi concernant la question? Rien. Mais si, il en a parlé. Il a dit quoi? Il est contre? Oui, bien sûr, il a dit qu'il était contre. En soutenant la dame qui en fait la promotion matin, midi, soir? Comme qui? Alice Combe. Non, mais écoutez,
Mais écoutez, la défense, je pense qu'il faut pas, je pense qu'il est important quand même de clarifier les choses. Je vous donnerai la parole pour vous défendre. Président Badakane, je sais qu'on m'a dit, on m'a dit ça moi, que non, le fait de défendre ne veut pas dire qu'elle est pour ça. Vous ne la Oui, c'est ça. Laissez-moi vous répondre. Monsieur Tchomba, oui. elle en fait la promotion, j'en ai été victime. Quand vous recevez des financements de l'Union européenne, qui ont pour objet la défense et la promotion, et qu'il a fallu que le gouvernement camerounais stoppe. À l'époque, c'était ministre de la Non, c'est important de rappeler. Non, je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, le débat soit clair. Ouais, que sur la question, vous n'êtes pas clair. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit que LGBT, c'est l'horizon indispensable des droits de l'homme, qu'est-ce que moi, là, on va finir pour faire quoi? Très bien. Pareil sur l'économie. Tout à l'heure, il me parlait avec des questions de fond. Je finis avec la question d'Aïdjo. Allez-y. C'est ça que je suis en train de dire. Quand on est dans des stratégies de remplacement d'un axe nord-sud, qui est en train d'achever sa rôle historique, par un axe nord-ouest, on peut faire ce genre de choses-là. C'est votre stratégie. Moi, je connais, je suis le débat politique. Le président, vous voulez pas l'Aïdjo pour restaurant, son premier ministre s'appelait Paul Biya. Tous les succès d'Aïdjo, il a eu avec M. Biya. Mais Aïdjo a même fait pire. Il nous a dit que c'est le meilleur. Vous avez oublié son discours? Il dit que faites-lui confiance, c'est le meilleur. Donc, vous ne pouvez pas être plus aïdjoïste que Aïdjo, c'est Biya. Aïdjo, c'est Paul Biya. Donc, vous ne pouvez pas être aïdjoïste en étant contre Paul Biya. C'est pas de ça. Aïdjo nous a dit que c'est le meilleur, faites-lui confiance, il lui a laissé le pouvoir. Donc, c'est tout ça qui fait que, tant que les débats de fond ne sont mis sur la table, Pépin, l'unité de l'opposition, c'est une chimère pour idiots. Tout à fait, on adorable. Le chef du néo-journalisme au Cameroun, c'est Kamto. Chef du néo-journalisme. Ojula. Lui, Paul Ojula, c'est le père de l'endo-colonial camerounais. Lui, Paul Ojula. Un épéciste fait ça. Et l'épéciste, c'est qu'on ne peut pas s'entendre. C'est comme on appelle les Caïns. Si on prend la référence dans la Bible, on ne peut pas s'entendre. Sauf intervention divine qui sait comment il gère ça. Revenons aux enjeux de l'élection présidentielle. Vous avez parlé de la candidature probable de M. Kamtoré, que vous avez des révélations à faire dessus. Que pouvez-vous dire? Avant de venir là-dessus, je ne voulais pas finir l'émission sans insister sur l'étroitesse éthique et morale du personnage et de cette mouvance. Ils sont petits comme ça, petits, trop petits. Quel est le bilan de Survival? Pour nos téléspectateurs, c'est quoi Survival? Feu Pédécoca en est pratiquement mort. Il était le trésorier. Il collectait des fonds. Comme ce qu'il veut faire là, il a encore lancé une deuxième. Soi-disant, pour c'est-à-dire soulager les victimes du Covid. Quel est le bilan? Vous trouvez normal qu'on dise au Camerounais que le bilan c'est un bug informatique? Même le régime RDPC n'a pas fait mieux que ça. Hein. Les hommes dépassent le RDPC. Eux, ils volent, on les coince. Parce qu'ils volent même très mal. Eux, ils volent là, on les coince. Mais toi, tu viens te mettre à Mondo Vision, tu dis il y a eu un bug informatique. Et tu ouvres les yeux comme ça que les gens se taisent. Et tous ces gens qui sont attachés à la transparence, qui veulent le changement, tous ces gens, ils sont derrière, pendant qu'ils tapent sur le RDPC, ils tapent, ils ferment les yeux sur Survival. Mais Pédécoca est mort. Sa famille a dit on ne veut pas te voir l'autre deuil. Il était trésorier. L'affaire est tellement, c'est une affaire que même Al Capone ne voit pas le carreau, que il n'a rien vu passer. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Les chiffres ont disparu dans les airs. Et ont atterri dans un bug informatique. C'est des 400 000 euros. C'était une forme d'opération d'escroquerie. À Mondo Vision. On nous a dit qu'il y a eu un bug informatique, non? C'est pas ça. Hein? Le débat est clos dessus, non? On nous a menacés. Et tous ceux qui sont aussi attachés à la transparence se taisent. Les Charlie Box se taisent. C'est la démocratie, c'est la transparence, c'est le stade suprême de la gestion. Parce qu'on pense qu'on sera élu sur la bannière de la mode du moment. Mais on lance une deuxième campagne.
Ça ne vous regarde pas. Vous pensez que ça aurait été notre parti? Vous pensez que ça aurait été notre parti? L'État aurait laissé. Ça aurait été notre... Pourquoi l'État laisse même tout ça? Pourquoi l'État laisse tout ça? Nous interrogeons là-dessus. Moi aussi, je m'interroge. Est-ce une stratégie de Lando Colonna en vue de l'élection présidentielle qui est en vue? Laquelle? D'octobre 2025. Les 6 milliards qui veulent lever. Parce qu'il appelle à... Apparemment, il serait candidat. J'arrive. Vous dire que j'ai une révélation, non? Allez-y. Pourquoi d'abord l'État a laissé la précédence? Pourquoi l'État a laissé? Il faut parler de la petitesse éthique, de l'absence d'éthique. Qu'on exige tant des autres. L'affaire des marchés qu'il a gagné, qu'elle était au ministère de la Justice. La réponse, c'est quoi? J'étais en voyage, j'étais pas là. C'est pas moi qui ai gagné le marché. Tu es PCA d'une entreprise, tu dis que c'est pas ton entreprise. Vous voyez? Ça dit que, oh, non, quand c'est lui, non, c'est que ce qu'on ne tolère pas aux autres. Non, lui peut s'autoriser ça. Dans leur mouvance, bon, c'est normal. Imaginez-le au pouvoir alors. Si voler est mauvais, quand on vole, le vol est plus mauvais. On est où là? C'est l'enterrement de toutes les valeurs qu'on puisse avoir sur cette terre. C'est-à-dire, si voler est mauvais, mais quand on vole, c'est plus mauvais. Quand on fait prend des distances avec les exigences en matière de gestion. Quand on n'est pas en mesure de rendre compte de l'argent de trucs qu'on a collecté partout, ça c'est normal. Mais un autre fait ça. Imaginez-vous que Sylvain, c'était Bandakani. Je serais encore en vie. Non, est-ce que c'est encore en vie? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ça le problème que je suis en train de vous poser. Ouais, donc c'est trop petit. Ils sont trop petits. C'est trop d'inconsistance. Ce que tu fais, quand d'autres le font, il faut qu'ils disparaissent. Mais quand toi tu fais, c'est Dieu qui a dû le faire. On appelle ça une hypertrophie de l'ego. Et une auto-élection comme étant un messie. Quelque chose qui est au-dessus du bien et du mal. C'est tout sauf politique. Monsieur le Président, abordons donc la dernière phase de cette émission par rapport à l'élection présidentielle. La régie nous fait des grands signes déjà. Je mets au défi les gens du MLC, cette mouvance, de nous assurer de la candidature de Kamto à la présidentielle 2025. Je les mets au défi. Je dis merci. Président Bandakani, vous êtes homme politique, l'actualité camerounaise doit absolument vous intéresser, vous aspirez à gérer ce pays un jour, pourquoi pas. Donc, politique, vous êtes, comment vous vivez ces scènes d'arrestation autour d'un meurtre et qui impliquent au haut niveau quand même des services secrets d'État? Mais j'ai déjà expliqué ça ici sur votre plateau. D'autres fois, j'ai indiqué que l'assassinat extrêmement crapuleux, sauvage, barbare de Martinez Zogo était la manifestation de la criminalisation d'une bonne partie de l'État du Cameroun, je l'ai dit ici. Donc cette criminalisation s'est manifestée à travers l'extrême corruption de certains hauts responsables de l'État. Voilà. Et une fois qu'ils sont corrompus, ils sont extrêmement enrichis par des voies maléfiques, ils construisent une dynamique d'impunité. Il ne faut pas qu'on les touche, parce que l'impunité est la condition de la prise de pouvoir. Pour non seulement protéger l'argent qu'ils ont volé, mais parachever, accomplir les desseins qui sont liés à la corruption. Vous savez que la corruption, dans l'État camerounais en particulier, n'est pas un fait du hasard. La corruption a des desseins historiques, a des desseins géopolitiques, a des desseins politiques, et dont le plus particulier, c'est la prise de pouvoir après le président Biya. Donc, ce gang, il y a un gang, c'est un gang, ils sont nombreux, c'est un gang composé de ministres, d'agents de sécurité, de généraux, de sécurité. Quand on dit sécurité, on parle des institutions qui sont dédiées à la sécurité, des services de renseignement, des forces de différentes catégories. Pas? Donc, ce gang-là
il est évident que pour garder son honneur, doit à tout prix prendre le pouvoir et remplacer le président, à défaut de le renverser même de son vivant. C'est de cela qu'il s'agit, parce que l'affaire Martinez-Zogo prend les allures même d'un coup d'État qui était en préparation. Bon, c'est l'homme politique qui parle. Hein. C'est pas judiciaire qui dit. Voilà, je sais de quoi je parle. C'est un coup d'État qui est pratiquement en préparation. Nous, on suit ça de très près parce que nous, depuis ça maintenant, on n'a pas voulu impliquer la France. Pourquoi on dit que c'est très facile quand un moment dit la France. Nous, on observe la France de très près. On la voit venir, la FS, ces manœuvres-là, on voit. L'ambassadeur de France, on voit tout ça, le général là. On voit, mais il faut que ça mûrisse. Parce que, vous savez, la France ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas faire des trucs. Elle est toujours là. Parce que tous ces réseaux-là sont des réseaux français. Pas des réseaux français. Mais pour l'instant, non, on fait comme si... On ne peut pas de la France à dessein. Donc, c'est un gang criminel qui a endommagé sérieusement les caisses publiques. Endommagé. Les caisses publiques sont dans un état grave. Tellement ils ont reçu des coups violents de ces gens-là. Hein, des coups. Bon, on n'a pas encore fait... Les audits ne sont pas terminés, et puis nous ne sommes pas la justice. Mais ce sont des milliers de milliards. Des milliards... Comme si son envoi été détourné. Alors, tous ces milliers de milliards, vous faites quoi? Et comme vous voyez dans quelles conditions les gens détournent l'argent, comment des fortunes émergent dans notre pays, il y a des fortunes qui émergent de manière miraculeuse. Miraculeuse. Alors, ce genre de phénomène, mon cher Martinet, le Cameroun n'invente rien. On connaît la mafia qui est aux États-Unis, partout. On sait comment ça fonctionne et comment ça s'entretient. Donc ça marche toujours avec le crime, ça marche avec des actes d'assassinat comme ça, pour intimider les gens, pour empêcher que les lumières brillent sur les ténèbres de l'argent volé, sur les ténèbres des ambitions malsaines à l'égard de notre pays. Donc le crime de Martinez-Zogo, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas le premier. Mais celui-ci est d'une crapulerie et d'une audace extraordinaire que quand vous interprétez ça, on a fait une signature pour vous dire, celui qui bronche, on finit avec lui, nous avons déjà pris le pouvoir. Nous avons déjà pris le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que la lumière doit être faite là de façon claire et nette. Le chef de l'État, pour qui on ait un profond respect, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. La lumière doit être faite. Et on ne va pas se taire tant que la lumière ne peut pas faire là-dedans. Vaut mieux qu'il vienne nous tuer tous. Parce qu'on ne peut pas accepter un pays qui est gouverné par des gens comme ça. Des gens qui tuent comme ça, aussi affreusement, et sans avoir aucune peur. Et qui viennent afficher ça en pleine capitale du pays. La capitale d'un pays où vous venez faire ça, vous affichez le sans aucune précaution. Vous désactivez les caméras sur toute la trajectoire alors qu'on sait, on connaît le service qui gère les caméras de la ville. Mais il faut avoir un courage extraordinaire de demander qu'on désactive les caméras. Et que cela soit exécuté. Mais alors ça veut dire quoi? Mais c'est un gang. C'est un gang. Notre espoir et la bataille que nous menons, c'est celle-là, c'est que la partie propre de l'État, la partie saine de l'État, il y en a. C'est pas tout l'État qui est gangsterisé. Non, il ne faut pas faire ce genre d'amalgame. La partie saine de l'État doit, en collaboration avec toutes les forces patriotiques du pays, neutraliser ce gang de criminels. C'est la bataille. Ils sont au-delà des partis politiques. Et pas une affaire de partis politiques. Vous laissez ça. C'est une affaire de coalition nationale qui dépasse les partis, pour que les forces saines du Cameroun neutralisent les forces criminelles. Dont la manifestation, n'est-ce pas, est claire à travers l'acte qu'ils viennent de poser. Et on est en bonne voie. Bon, les enquêtes se poursuivent, on va passer ce policier à la justice, même si pour l'instant c'est une enquête administrative, peu importe, on a le droit d'en avoir, l'État camerounais a des compétences pour ça, le président a les prérogatives lui permettant de déclencher ce type d'enquête. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas la justice qui est en première ligne que d'office, on dit que non, c'est bâclé. Parce que la justice camerounaise, elle a montré qu'elle ne peut faire aucune enquête sérieuse quand il s'agit des gros bras, quand il s'agit des puissants. Vous connaissez la parabole de Rousseau. La loi est comme une toile d'araignée, elle attrape les petites mouches et elle laisse passer tranquillement les grandes mouches. La justice camerounaise est habituée à laisser passer les grandes mouches, n'est-ce pas, sous sa toile. Donc que ce soit la justice telle qu'on la connaît, que ce soit une démarche administrative, elles valent ce qu'elles valent. Ce que nous on veut, c'est la lumière. C'est la lumière. Donc c'est la lumière sur cette affaire, et que les enquêtes s'accélèrent, et que cette affaire-là soit réglée, et que la sanction soit d'une extrême sévérité.
que la sanction soit d'une extrême sévérité, pour que personne ne s'abuse à recommencer les telles choses dans notre pays. Merci beaucoup, Président Badakani. C'est l'homme politique qui parlait il y a un instant. Est-ce que le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance? Dites-nous. Non, pas du tout. Le problème du Cameroun, c'est qu'il n'a jamais été un État libre d'être en capacité de s'occuper de ses populations en mobilisant toutes ses ressources. Mais on est pourtant un pays indépendant, président Badakani. Non. C'est un État néocolonial. C'est un État néocolonial. Un État néocolonial, ça veut dire quoi? Nkrumah a expliqué ça. Je vous envoie à lire le livre de Nkrumah sur le néocolonialisme. Il explique ça très bien, Nkrumah, le néocolonialisme. Il explique ça très bien. Lisez ça. Lisez ça. Tapez sur Internet, vous allez lire ça. Vous allez comprendre que il faut être rigoureux donc quand on fait un débat politique. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations où on va surfer sur les colères légitimes, mais pour ne rien proposer après. Pour faire la même chose. On a des problèmes sérieux. Il faut qu'on recoupe, il faut que nous récupérions des leviers structurels qui permettent à un État de développer son pays. Quels sont ces leviers? C'est l'indépendance, c'est la souveraineté. C'est la maîtrise de tous les leviers économiques du pays. Vous êtes d'accord, vous tirez les conséquences. Vous ne dites pas que ce n'est pas la bonne gouvernance, parce qu'aucun pays au monde n'est bien géré. Les États-Unis sont le pays le plus mal géré au monde. J'espère que vous le savez. La France, actuellement, c'est la faillite. L'État français est en faillite. Il continue à bénéficier de l'argent parce qu'il a une puissance. Ça, c'est ce que dit le directeur du journal FMI Europe. Il dit que la France, si la France n'était pas une puissance, elle serait en situation plus pire que la Grèce. C'est-à-dire qu'on aurait soumis aux mêmes contraintes que la Grèce. L'Allemagne, c'est la faillite. On parle de quoi? Tous ces pays-là sont en faillite. L'Amérique, n'en parlons plus. Donc, c'est quoi? Donc, la bonne gouvernance est un phénomène mondial parce qu'au niveau mondial, les États sont pris en otage par les lobbies de puissance financière, n'est-ce pas, qui gèrent l'affaire. Donc ça se répercute chez nous plus gravement. Parce que quand ça allait mieux au Cameroun sous le président Idio, prenons l'exemple. On va aller plus loin. Donc quelqu'un comme Cézou, indirectement, il a convoqué ça. Il a dit la période de l'État-providence. Mais tous les économistes sérieux savaient que ça ne peut pas tenir. Tout le monde le savait. Que ça ne pouvait pas tenir longtemps. Ça ne pouvait pas tenir longtemps. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire cette chose aussi par respect pour mon État. Puisqu'on a bricolé même souvent pour tenir, pour tenir les lignes. On a bricolé. Il ne faudrait pas dire plus. Donc, pour dire qu'on a des problèmes, il y a des problèmes sérieux. Il faut qu'au niveau des solutions, on dise la vérité, qu'on attaque le mal à la racine. Nous ne sommes pas des États. Il ne faut pas rêver. On ne demande pas, écoutez, je vais prendre une image. Si un enfant, vous amenez, c'est-à-dire que 2 coureurs, 3 coureurs, vous les mettez au départ, il y a un qui a une blessure, qui l'a attaché, l'autre il a sous son pied un problème très sérieux, et l'autre a ses 2 jambes. Vous allez de courir. Et après, quand vous n'arrivez pas à courir, vous les insultez, vous ne valez rien. Vous faites l'impasse sur le fait que dès le départ, ils ne peuvent pas courir parce qu'ils ont des problèmes au niveau de leurs pieds. Et qu'il y avait un autre qui était privilégié parce qu'il avait ses 2 pieds debout. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Des économistes, des hommes, des analystes sérieux ont prévu la situation des États africains il y a 50 ans. Allez lire Samir Amin, par exemple. Il n'est pas le seul. Ils ont prévu ça. Donc, le problème est là. Nous n'avons pas de monnaie. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. D'ailleurs, il est interdit de produire. Nous ne fixons pas les prix de nos matières premières. Je veux vous dire, un pays comme la Libye s'est développé sur la base de l'extractivisme pétrolier et du gaz. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à négocier très bien. C'était un régime révolutionnaire. Il avait réussi à imposer 80-20%, 80-20% au major. Je prends l'exemple. Il faut dire que même avec l'extraction purement des matières premières à l'État, si on fixait nos prix, on serait mieux. On serait mieux. Donc, le débat, il est là. La bataille, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'on a les outils aujourd'hui pour oui, être plus concret? Nous avons les outils. Justement, c'est pour ça que je ne suis pas l'africaniste. Nous avons les outils. Donc, c'est la différence peut-être avec mon frère Raoul. C'est que bon, une fois que j'ai vu les effets de ce mal qui est historique, ma demande n'est pas la sienne. C'est là où on se distingue. Moi, je suis pour la décolonisation radicale de nos sociétés. C'est ça le problème, il faut décoloniser nos sociétés de manière radicale. Donc quand on va le faire, on aura tous les leviers sous la main. Et à ce moment-là, on va voir si on peut poser le problème de la bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une colonie est mal gouvernée. Le principe d'une colonie, c'est d'être mal gouvernée.
Le principe d'une néocolonie, c'est d'être mal gouverné parce qu'il y a des distensions structurelles qui sont déjà créées par un ensemble d'accords secrets de coopération. Oui. Entre guillemets, on est produit qu'on dit accords secrets de coopération, mais là, c'est du vrai banditisme, mon frère. Le vrai gangsterisme, le vrai brigandage, qui font que il n'est pas possible. Vous n'avez pas les aiguilles sous la main. Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun pour que nous puissions aujourd'hui dire que non, comme Alain Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée qu'il y a du Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est il est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a déjà nourri pour le Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que ça... Pendant qu'on en a parlé, vous savez ce que le président Biya fait? Il est allé en Italie. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous... Comment un pays peut se développer si on rapatrie les richesses? Non, c'est le projet du président Biya. Il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Débia a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là, pour vous rassurer, je sors par la vidéo. Je ne vous donnerai plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement, parce qu'après je ne parlerai plus. Ouais. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président Madakani. Ce sont vos déclarations en tout cas. Politiciens, des hommes politiques comme les Wanje, qui sont des politiciens, comme on dit, nés, et qui ont construit une carrière politique. C'est une tradition de la néocolonie. Alors, quand on dit que le président de la République doit se déplacer pour aller à Bamenda, que ça va arranger la chose, mais est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous savez de qui vous parlez? Vous connaissez la psychologie du président Biya? Le président Biya trouve que ce que vous appelez anglophones là, protester comme ils ont fait là, c'est le défier. Et le président Biya, il n'aime pas qu'on le défie, hein? Parce qu'il est Dieu, il n'aime pas qu'on le défie. Il faut savoir à qui vous parlez. Depuis que Boko Haram a commencé, le président Biya qui mis pied à Maroua, c'est pas plus grave que ce qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas mis pied à Maroua, où les soldats meurent. C'est au sud-ouest et au nord-ouest qu'il va aller. Deuxième chose, il y a eu les morts des États. On nous dit machin de mort. On trouve que c'est pas de 1000 morts. Moi, je le dis. Quand je vais m'arrêter, je le dis. Alors, il a décrété un deuil national. On a vu donc